il y a une contrainte principale qu'il ne faut pas oublier, c'est la gravité. C'est-à-dire qu'il faut expliquer le champ de gravité. Donc si on met des trucs trop légers à l'intérieur de la Terre, ça ne va pas marcher. Donc on met toutes ces contraintes ensemble pour faire une image de la Terre profonde. On se met d'accord. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à visualiser à quoi ça ressemble. Donc au milieu, on a un noyau cristallisé de fer, de nickel, des éléments très lourds. Autour, tu disais que c'était des éléments qui ressemblaient, enfin qui avaient la même viscosité que de l'eau. Mais c'est du fer. C'est essentiellement du fer. C'est du fer avec des cochonneries, du soufre, de l'oxygène, des machins comme ça. Mais il y a d'autres choses, ouais. Ouais, il y a un peu des petites cochonneries, mais c'est surtout du fer, quoi. C'est surtout du fer, un peu moins pur que la. Mais qui bouge, donc. Qui bouge, qui est tout en mouvement perpétuel, ouais. Qui est tout le temps en mouvement. Et ça, on va y revenir parce que c'est un des trucs les plus fondamentaux dans ce que tu fais, c'est le fait que là, ça bouge. Si je me trompe pas. Ouais, c'est mon cœur de métier, c'est ça. Le cœur, c'est que justement, ce noyau externe là, il bouge. Autour de ce noyau, on connaît tous le manteau. Ouais. Le manteau aussi, il bouge. Il bouge, mais moins vite. Il bouge moins vite. Alors ça, tu vois, c'est étonnant, je trouve. Alors le manteau, il bouge. Il y a de la convection dans le manteau, d'accord ? C'est-à-dire qu'on fait du mouvement. Et pourquoi on fait de la convection dans le manteau ? Parce que il faut évacuer de la chaleur. On évacue de la chaleur. Soit on le fait par conduction, mais c'est pas efficace. Soit on transporte la matière, c'est beaucoup plus efficace. Mais on va la transporter, cette matière, c'est quand même de la roche solide, quoi. Donc la roche solide, elle va fluer, elle va se déformer sur des temps géologiques, sur des millions d'années. Mais ça reste du solide. C'est comme si on se promène sur un glacier, quoi. Quand on est sur un glacier, c'est du solide, mais c'est du solide qui coule, quoi. Qui coule, ouais. Là, c'est pareil, sauf que c'est du solide. Donc c'est vraiment solide. Souvent, on se représente ça comme un océan de magma. Ah non. Liquide, parce que c'est ce qui sort des volcans, de la lave, mais pas du tout. C'est solide et ça bouge sur des millions d'années. C'est très lent. Le magma, c'est ponctuel, quoi. On a du magma ponctuellement sur les dorsales océaniques, dans les zones de subduction. On a certains endroits où la roche rentre en fusion vraiment. Ouais. Et devient liquide. Ou une partie de la roche devient liquide. Mais finalement, c'est pas tout ce qu'il y a sous nos pieds. Non. Déjà, rien que ça, c'est important à avoir parce que je pense qu'il y a plein de personnes, y compris qui nous regardent, qui ont l'impression que c'est du magma, en fait. Non. Et juste les volcans sont connectés à ça et ça sort. Mais pas du tout, en fait. Non. On a des petites pustules, des petites zones de remontée où on va avoir du liquide, de la roche qui fond, essentiellement pour des effets de décompression ou parce qu'on a des effets de changement de phase quand par exemple, il y a du plancher océanique qui plonge sous du plancher continental. Mais ça reste extrêmement ponctuel, quoi. On va avoir des zones comme ça sous la croûte où il va y avoir, mais des zones plutôt petites où il y aura là effectivement des poches de magma dans certaines conditions de pression, de température, où la roche rentre en fusion. Oui. Ok. Et c'est ça qui remonte ensuite et qui crée du volcanisme de surface. Ouais. Okay. Mais c'est tout petit. C'est tout petit. Ouais. Et donc, après, on a donc, ces mouvements. Tu parlais de convection-conduction. Donc, conduction, c'est le fait que deux surfaces sont en contact et il y a un échange thermique entre les deux. C'est pas très efficace pour chauffer. C'est pas très efficace pour transporter de la chaleur. Pour transporter de la chaleur d'un point A à un point B, ça, c'est pas efficace. Non. Ce qui est efficace, c'est carrément de transporter... Si on prend le froid, on le met dans le chaud. On prend le chaud, on le met dans le froid. On touille, en fait. Touiller, c'est plus efficace pour ça. Oui, ok. Touiller, oui, il faut touiller pour que ce soit plus efficace. Donc, on touille à l'intérieur de la Terre, mais sur des millions d'années. C'est ça. Pour refroidir, du coup, c'est ça ? C'est un mécanisme de refroidissement ou... C'est un mécanisme d'extraction de la chaleur, ouais. Okay. La chaleur, elle part du centre et elle va vers l'extérieur ? La chaleur, globalement, la Terre se refroidit sur des millions d'années. Je parle pas la Terre se réchauffe à l'échelle, l'atmosphère se réchauffe à l'échelle pour ce qui est du réchauffement climatique, mais sur les milliards d'années, la Terre a tendance à globalement se refroidir. Après... Les climato-sceptiques dans le chat. Non, la Terre se réchauffe au niveau du climat, mais là, on n'est même pas sur les mêmes échelles de temps, en fait. Non. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des sources de chaleur internes au manteau
avec la radioactivité naturelle dans les roches, quoi. Donc dans le manteau, on a de la Ouais, radioactivité. et dans la croûte aussi. Ouais. Et Et donc, ça réchauffe naturellement à certains endroits. ça produit de la chaleur, ça amène de la chaleur. Est-ce que la température monte ou pas? Ça dépend si on évacue plus vite la chaleur Ouais. qu'on en produit ou pas. En tout cas, ça produit de la chaleur. ça à produit un de la endroit. chaleur. Et dans tous les cas, ça fait que la Terre se refroidit moins vite que s'il n'y avait pas de radioactivité. Mhm. Donc, ah oui, c'est ça. La radioactivité fait que sans radioactivité, la Terre se refroidirait plus vite Ouais. que ça. Il y a une source de chaleur interne, donc imaginez un corps, si on le met un corps chaud, on le met dans un truc froid, il va se refroidir. Si dedans on met une résistance électrique, ça va chauffer dedans, donc ça va se refroidir moins vite, quoi. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas de résistance électrique, il y a de la radioactivité. Mais par contre, si c'est du fer, le noyau, il n'y a pas d'éléments radioactifs ou très peu. Alors, la plupart des éléments radioactifs sont dans la croûte et dans le manteau. Comme il y a un volume du manteau beaucoup plus grand que la croûte, la plus grande production de chaleur est dans le manteau. Et dans le noyau, est-ce qu'il y a de la radioactivité? Peut-être, mais s'il y en a, d'abord c'est très débattu, et puis c'est pas le plus crucial pour nos affaires, quoi. On n'en a pas besoin pour expliquer ce on qu'on n'en a pas observe. besoin, c'est ça. Et donc, elle vient d'où la chaleur de ce noyau? Eh ben, on l'a accumulé au départ, quoi. C'est-à-dire que quand on a formé la planète, une planète comme la nôtre, ça se forme par accrétion. C'est-à-dire que par gravité, des poussières s'agglutinent les unes aux autres. De petites poussières, on fait des petits cailloux. Les petits cailloux rencontrent des plus gros cailloux, etc. On transforme de l'énergie de gravité en énergie cinétique par du mouvement. Le mouvement, en collision, ça se transforme en chaleur, ça fait fondre la matière. Et cette matière, elle est accumulée au démarrage de la formation, en fait, du système solaire, quoi. Donc, c'est une chaleur résiduelle, en fait. Alors, elle est très importante, Ouais. mais elle a été accumulée au départ. Ouais. Et donc, elle se dégage Et ben petit après, à petit. Mais justement, c'est là qu'on en vient. On parlait l'idée du manteau. Tu me parlais, avant de prendre l'émission, d'une histoire de couverture. Et du coup, le mot manteau va plutôt bien à ça. Ouais. C'est que le noyau, il émet de la chaleur, mais est-ce qu'il en émet beaucoup Ben, on va extraire de la chaleur du noyau si le manteau le permet, quoi. Si j'ai un manteau très chaud, je vais pas pouvoir extraire énormément de chaleur Elle va du rester noyau. emprisonnée sous le manteau, quoi. Quelque part, oui. Alors, on va quand même en extraire. On peut pas violer toutes les lois physiques en même temps. Mais à l'arrivée, plus le manteau est chaud, moins j'extrais de chaleur de l'intérieur. Plus le manteau est chaud. Ok, donc le manteau, vu qu'en plus il a de la radioactivité, il a des processus Oui, de production de chaleur. production de chaleur. Ouais. Il est très efficace pour maintenir la chaleur du noyau. Ou En tout cas, pour limiter, limiter. le flux de chaleur qui va du cœur de la Terre vers l'extérieur. Donc il a un rôle essentiel dans l'histoire. Quand on parle du noyau, on est obligé de parler du manteau autour. Si on ne prend pas en compte le manteau, on ne peut pas comprendre la dynamique du noyau. Oui. C'est lui qui gouverne la quantité de chaleur qu'on va extraire du noyau. Et la quantité de chaleur qu'on va extraire du noyau, c'est elle, pour la Terre, qui va générer les mouvements de convection dans le noyau de la Terre. Donc si jamais le manteau change de dynamique, ça va forcément affecter le noyau. Il y a un message dans le chat que j'aimerais lire, mais j'arrive pas à lire parce que ça s'est rééteint. Tiens, je le dis à la régie. Comme ça, on peut régler le souci. Comme ça, on va lire le message que je viens de voir en tout petit et on pourra peut-être essayer d'y répondre. Donc, on a vraiment plein de processus comme ça de circulation. On peut se représenter le manteau comme du rocher. Tu parlais d'un glacier, mais c'est vraiment cette idée-là de quelque chose de solide à notre échelle, mais que sur des longues périodes, ça flue. C'est fluide. Bah, les modélisations physiques qu'on a du manteau, c'est des équations de la mécanique du fluide, d'accord ? Mais sur des temps où les temps caractéristiques sont des temps géologiques, quoi. Oui, la géologie, on prend notre temps, quoi. Voilà, on prend notre temps. On est pour faire un tour de la matière à l'intérieur du noyau, c'est de l'ordre de 200 millions d'années, quoi. Ok. Une boucle une boucle de convection. L'ordre de grandeur, ça va être la centaine de millions d'années. Ouais. La convection, c'est une lampe à lave, quoi. C'est vraiment l'idée que ça monte parce que c'est chaud. C'est le temps qu'il faut pour monter en haut quand on part du bas, quoi. Ouais. Et ça refroidit ensuite et ça redescend. Et on a ces mouvements-là Ouais. partout dans le manteau, plein d'endroits. Ouais.
Et c'est pour ça aussi, par exemple, alors petite question, peut-être c'est différent, et peut-être t'es pas la personne la plus calée pour me répondre, mais les points chauds, le volcanisme de points chauds, on a des endroits sur Terre où on a Ouais. des volcans, par exemple Hawaï, et si vous Mm. regardez une carte du fond des océans, vous voyez qu'il y a un chapelet de petites îles en Mm. ligne droite, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle un Mm. point chaud. Est-ce que c'est au sommet d'une de ces boucles ou c'est non, c'est pas lié T'as le droit de me dire, je sais pas. C'est compliqué la convection du manteau. Je suis pas dynamicien du manteau. En fait, souvent quand on représente les colonnes, enfin les boucles de convection, ce qu'on va voir en haut d'un panache, ça va être ce qu'il y a au milieu des océans, donc les dorsales médio-océaniques, quoi. Donc les points chauds, c'est une autre dynamique. Ça va être un panache local, quoi. Donc, Ouais. faut voir d'un côté, on a comme des rouleaux de convection. Le point chaud, ça va être quelque chose un panache local, assez localisé. La, la- 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 la complexité dans le manteau, c'est la rhéologie de la matière. C'est-à-dire que c'est ses propriétés de déformation. Et elle varie énormément en fonction de la composition, en fonction de la température. Et c'est ça qui fait que c'est très riche et très compliqué à étudier, mais ça fait aussi des types de dynamiques qui peuvent être assez variés. Avec des zones avec des grosses piles, on appelle ça des piles thermochimiques, des piles, pas des piles à combustible, des grosses patates quoi, thermochimiques, quoi, et des zones avec des petits panaches tout fins. Donc on a toute une variété de dynamiques dans le manteau. C'est Ça se un ressemble milieu. pas du tout, quoi. Ah ouais, donc Bah, ça va dépendre de la composition qui localement peut être différente dans l'autre endroit. Ça peut dépendre. La composition du manteau d'un point à l'autre peut Bah, varier. Alors c'est très mélangé le manteau globalement, mais oui. Quand les sismologues regardent le manteau profond, par exemple, ils vont voir des zones où il y a des vitesses sismiques un peu plus lentes, qui peuvent expliquer soit par des changements de température, soit par des changements de composition. Tout ça, c'est débattu, mais la composition, c'est pas 100% homogène, le manteau. Ça va dépendre énormément de la pression, parce que la pression, c'est un acteur majeur, mais latéralement, horizontalement, il y a aussi des variations qui sont importantes. Ouais, donc c'est un enfer, en fait. Je pensais que c'était plus simple que ça. Mes cours d'SVT étaient quand même plus faciles. Et non, en fait, je regardais dans le chat, mais ça débat de la météorite. Tu vois, je te disais, des fois, les gens du chat, ils nous écoutent d'une oreille et ils discutent entre eux. Et là, ils sont partis sur une discussion sur les météorites. Écoute, très bien, continuez. Ok, on parle beaucoup du manteau. Cette graine-là, ce noyau, elle est solide. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus froide ou en tout cas, elle est dans des conditions où... pour moi, le fer, s'il est liquide comme ici, c'est qu'il est chaud. Ouais. Et s'il est solide, c'est qu'il est plus froid. Et non. Et non, donc il est plus chaud. Mais c'est juste qu'il y a plus de pression. Ouais. Et donc, il atteint un point où il se solidifie quand même. C'est ça ? Bah là, c'est une compétition en fait. Une compétition entre plus je suis chaud, plus je veux être fondu. Et plus je suis sous pression, plus je veux être solide. Et après, quand on va au centre de la Terre, il fait plus chaud et il y a plus de pression. C'est savoir qui gagne. Et ben celui qui gagne au centre, c'est la pression. Donc c'est la pression, donc c'est solide. Donc c'est solide. Voilà. Ah, c'est pas mal. Plus je suis chaud, Ouais. plus je veux être fondu. Ouais. Plus je suis sous pression, plus je veux être solide. Ouais. Et du coup, c'est toujours... Il y a un moment, on arrive à un équilibre en bas, Ouais. dans le cœur de la planète, c'est ça. Donc, on a vraiment ce cœur. Ouais. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il grandit? Ouais, il grandit, ouais. Mais il faut voir que pour la Terre, c'est un petit aparté, mais pour la Terre, la pression va gagner au centre, d'accord? Donc, quand on cristallise, en fait, on cristallise le noyau au fur et à mesure des centaines de millions d'années ou des milliards d'années, et il cristallise au centre. Mais sur certains autres corps plus petits, la cristallisation se ferait à l'extérieur, parce que la compétition pression-température se ferait pas aux mêmes valeurs, et donc on se promènerait pas de la même manière dans ce qu'on appelle un diagramme de phase, quoi. Donc il se trouve que c'est au centre pour la Terre, mais c'est pas universel, quoi. Ouais, c'est pas obligé que ce soit Non, comme ça. sur des plus petits corps, ça cristalliserait probablement par l'extérieur, en refroidissant. En refroidissant, ok. Ouais. Donc là, nous, on cristallise par l'intérieur, et puis on cristallise depuis un temps qui est pas très bien contraint, qui est estimé entre 500 millions d'années et 1,5 milliard d'années, quoi. Ouais, alors c'est
peu. Enfin, 500 millions d'années, c'est peu dans l'histoire de la vie. Il y Ouais, avait déjà de la vie ouais, à la ouais. surface de la Terre, Ouais, des océans, une atmosphère. Enfin, c'est assez peu. ouais. Donc, Avant, il n'y avait pas de graines. avant, il n'y avait pas de graines. Non, avant, il n'y avait pas de graines.